Le prototype Spitfire K5054 effectua son premier vol le 5 mars 1936 depuis les usines Supermarine à Eastleigh, avec le capitaine Mark Saunders aux commandes. Le 6 mai 1996, le Musée impérial de la guerre à Duxford, près de Cambridge, organisa une démonstration aérienne afin de commémorer le 60e anniversaire du célèbre avion de chasse conçu par R.J. Mitchell. Le plus grand rassemblement de Spitfire depuis la Seconde Guerre mondiale, 21 au total, devait prendre place dans le cadre de cette célébration. Onze modèles différents de Spitfire étaient représentés pour cette occasion, dont une copie du prototype original. Un Mark 1A, un Mark II, deux Mark V, un Mark VIII, toute une collection de Mark IX, un Mark XI, deux Mark XIV et deux Mark XVI. Un Mark XIX et enfin un Mark XXIV. 19 avions étaient capables de voler et seule la copie du prototype et le Mark XXIV faisaient partie de l'exposition statique. 14 de ces avions participeraient à la démonstration aérienne finale. Le programme s'annonçait des plus prometteurs. Les instructions sont données aux pilotes par le directeur de l'aérodrome dans la tour de contrôle. La sécurité est le mot d'ordre. Les mesures imposées par la Civil Aviation Authority en ce qui concerne les démonstrations aériennes sont dûment appliquées. Autre sujet préoccupant, savoir si le public bénéficiera d'une vue suffisante. Vous ne devez en aucun cas voler plus bas que votre DA. 10 mètres est la plus basse altitude à laquelle nous sommes autorisés à voler, et même si votre DA est plus haute, vous ne devez pas descendre en dessous. Je préférerais que vous gardiez 50 mètres entre le sol et vous. En fait, on compte près de 35 000 spectateurs, et des centaines essayent encore de se faufiler, même après le début du show. Tandis que les pilotes reçoivent leurs instructions, les équipes au sol préparent les avions pour leur grande sortie. Leur travail se passe en coulisses, loin des yeux du public, mais il n'en reste pas moins que sans leur extrême diligence, aucun de ces avions ne pourrait voler. Les pilotes se dirigent à présent vers leurs avions respectifs pour convenir des derniers arrangements. Tous les enchaînements de la démonstration doivent être parfaitement au point, tout particulièrement les figures en formation qui sont les plus délicates à réaliser.
La tour de contrôle a un rôle difficile. En plus des Spitfire, elle doit aussi attribuer des terrains d'atterrissage et des parcelles de stationnement aux douzaines de petits avions venus assister à la parade. Classic 4, take over your discretion 0205 to 10. At least one veteran of World War II would be George Unwin, pilote de chasse pendant la bataille d'Angleterre et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, eut ce jour-là l'opportunité de voler à l'arrière du Caroline Grace, avant la parade. Similar position though, not the right angle. That'll work. That's working there. We normally see on startup about 120. Once we've got up to height and cooled down, she'll probably settle at about 80. As the aircraft takes off, Alors que l'avion décolle, il nous paraît tout légitime que l'un d'eux prenne place à bord de la création de Mitchell. On entend la pétarade des moteurs Merlin, signe que le show va commencer. L'avion qui ouvre la démonstration est le Spitfire MH434 Mark IX, piloté par Ray Hanna, un ancien commandant des Red Arrows. Ray a piloté ce Spitfire pour la première fois en 1970 et il n'a pas cessé depuis. Il est familier avec les performances de l'avion. De tous les avions de guerre, c'est bien le plus agréable à piloter. C'est le parfait avion du pilote. Il n'a tout simplement pas de défauts. Sa forme même est empreinte d'un certain charisme. Et son pilotage, particulièrement à petite et à moyenne vitesse, est le plus aisé de tous les avions de la Seconde Guerre mondiale. À très haute vitesse, ses ailerons sont peut-être un peu lourds, mais ses qualités en font un chasseur bien difficile à esquiver. Ainsi, l'après-midi débute par une démonstration de Ray Hanna à bord du MH434, qui est peut-être le plus célèbre des appareils de la Seconde Guerre mondiale. Il est apparu dans de nombreux films, dont La bataille d'Angleterre et Opération Crossbow. Construit en 1943, cet avion a effectué ses premières missions avec l'escadrille 222 basée à Hornchurch, dans le comté d'Essex. Il a marqué bon nombre de scores dans sa carrière. Il a servi dans la RAF et également dans les forces aériennes hollandaises et belges. Le MH434 est une des nombreuses versions du Mark IX présentes dans ce meeting. Le Mark IX avait été construit en réponse au Focke-Wulf 190, un appareil supérieur au premier modèle de Spitfire.
Lorsque le Mark IX fut mis en service pour la première fois, ses performances surprirent grandement les pilotes de la Luftwaffe, qui pensaient avoir affaire au Spitfire antérieur. Les nouveaux modèles surpassaient sous certains aspects les Focke-Wulf 190. Depuis 25 ans, le Spitfire MH434 est un habitué des démonstrations aériennes. Et Ray Hanna est considéré par les autres pilotes comme un virtuose dans son domaine. Sa précision de manœuvre constitue une caractéristique essentielle de sa démonstration. Aucune célébration du Spitfire ne serait complète sans la présence du Hawker Hurricane. Ce modèle est l'un des deux exemples du Memorial Flight de la bataille d'Angleterre. L'autre appareil est actuellement en restauration. Le BBMF Mark II, avec 2 passagers à l'arrière, roule lentement sur la piste, avant de décoller pour effectuer sa démonstration, accompagné du Spitfire Mark V et du Hurricane. L'avion suivant est le biplace Grace Spitfire, un autre Mark IX remis en condition par Nick Grace en 1985. Nick fut tué dans un accident de la route en 1988, mais sa veuve Caroline reprit le flambeau et elle est la seule femme pilote de démonstration au monde à piloter un Spitfire. Le Grace fut le premier avion allié qui parvint à abattre un avion ennemi le jour J, le jour du débarquement. Depuis, il a assumé plusieurs fonctions, comme avion de surveillance maritime ou de patrouille de chasse, comme avion d'escorte et comme avion de bombardement en piqué. Après la guerre, Vickers en fit un avion biplace. Ensuite vinrent le Gloucester Gladiator et le Bristol Blenheim, tous deux arborant de nouvelles couleurs à l'occasion de cette année 1996.
Les moteurs Merlin du Hurricane se font entendre. Le Hurricane est un peu l'avion oublié de la bataille d'Angleterre. Il fut mis en service en 1937 et ses performances extrêmes en matière de vitesse et de manœuvrabilité impressionnèrent grandement le public. Le Hurricane était un chasseur efficace à la hauteur des premiers Messerschmitt 109. Avec les Spitfire, il constituait la force de défense principale de la RAF d'un bout à l'autre de la bataille d'Angleterre. Il neutralisa plus d'appareils ennemis que tous les autres moyens de défense britanniques, au sol comme dans les airs. Voici la version Mark II, dont les performances sont clairement illustrées lors de cette brillante démonstration. Le Blenheim se positionne sur la piste à l'ombre du très grand B-17. Les démonstrations suivantes vont être effectuées par les Spitfire Mark II et Mark V du Memorial Flight de la bataille d'Angleterre. Le Bristol Blenheim est en train de décoller, suivi du B-17 Sally B. Ce Mark II est l'un des plus anciens modèles de Spitfire. C'est le 14e avion sur les 12 000 construits par les usines de Castle Bromwich à Birmingham et c'est l'une des stars du film La bataille d'Angleterre en qualité de vétéran. Because it was an early Mark, it was used extensively during the filming and features heavily in the film. L'avion suivant est le Mark V, qui entra en service en 1941 dans l'escadrille 222 à North Wheal. Il est plus connu comme le Spitfire utilisé par le pilote Geoffrey Quill dans les meetings d'après-guerre.
These aircraft are affectionately known as baby. Ces appareils-ci, surnommés Baby Spit, sont soigneusement préservés par les équipes au sol de la base RAF de Conisbee, dans le comté de Lincolnshire. More Merlin engines. D'autres moteurs Merlin se font entendre avec deux P-51D Mustang. These are followed Ils sont by suivis par un fighter P-63 King Cobra. P-63 King Cobra. The final flyby Et from ce the dernier BBMF passage was a des deux tribute to the Spitfire et du battle Hurricane with two constitue la Spitfires contribution finale du Memorial Flight de la bataille d'Angleterre. Le seul absent de cette brillante démonstration reste le Messerschmitt 109 G6 Black Six, dont le seul vol de la journée était un vol d'essai. Celui-ci est l'un des rares appareils d'origine qui ont survécu à la guerre. Ce chasseur, l'un des plus performants avions de la guerre avec ses puissants moteurs Daimler-Benz, est remarquablement bien préservé. Viennent ensuite le Blenheim et le Gladiator au son ronflant de leur moteur Bristol Mercury. Ces appareils sont les seuls exemples qui nous restent. D'autres avions américains, le P-38 Lightning et le P-47 Thunderbolt, prennent part au show aérien. Un troisième appareil doté d'un moteur Mercury aurait dû compléter cette formation, mais des problèmes de démarrage ont compromis sa participation. Voici la première démonstration du Gloster Gladiator de la collection Shuttleworth. Le Gloster Gladiator entra en service au sein de la RAF en 1937, la même année que le Hurricane. Doté d'une grande aisance de manœuvre, il participa à la campagne de Norvège et à la défense de Malte.
Now the two Le Mercury Bristol Blenheim, avec ses 2 moteurs Mercury, est le bombardier oublié de la Seconde Guerre mondiale. Ses performances des premières années perdirent de leur lustre vers la fin du conflit. Celui-ci est le second exemple remis en condition par les ingénieurs de la Aircraft Restoration Company. Quand l'autre avion fut détruit quelques semaines après son premier vol, l'équipe commença la restauration d'un second appareil. And amazingly, the team decided they would restore a second aircraft to flying condition. Le Blenheim arbore les couleurs de l'escadrille 254 du Coastal Command. Cet appareil a servi dans de multiples unités et dans toutes les zones de combat de la Seconde Guerre mondiale. Cet ultime modèle vole aujourd'hui en hommage aux équipages qui ont combattu à son bord. Le commandant d'escadrille Paul Day du Memorial Flight de la bataille d'Angleterre prend place à présent aux commandes du Spitfire Mark 19. De même, 2 instructeurs se préparent en vue de la démonstration. L'année dernière, ils devinrent les premiers hommes de l'escadrille 19 à piloter à nouveau un Spitfire, après des décennies. En août 1938, l'escadrille 19, dont la base était alors à Duxford, fut la première escadrille de la RAF à opérer avec les Spitfire. Les 2 hommes bénéficièrent de l'opportunité offerte par The Old Flying Machine Company de piloter le Mark 11 appartenant à Chris Owsley, l'un des 2 seuls appareils en état de voler. Only one of 2 examples of this mark in flying condition. Ces images-ci illustrent leur mémorable expérience.
De retour au salon de Duxford, les deux Hawk et le Spitfire Mark 19 se préparent à décoller. Le Catalina passe devant les caméras. Flown by Paul Warren Wilson and John Romain, who is normally in the pilot seat of the Blenheim. These Hawks, based at RAF, Ces Hawks basés au Pays de Galles sont les avions d'entraînement de la RAF. Ils seront plus reconnaissables du public aux couleurs des Red Arrow. Le Hawk s'exporte à l'étranger et assume également un rôle d'avion de chasse. and is also used in the fighter role. Le Spitfire 19 fut l'un des modèles plus récents qui bénéficièrent du moteur Rolls-Royce Griffon, plus puissant que les moteurs Merlin. Entre-temps, le Spitfire avait évolué jusqu'à être radicalement différent des premiers modèles. Cependant, quelques caractéristiques dans sa forme demeuraient inchangées. But still bore some of the familiar characteristics of the design. Alors que le Catalina amorce son décollage, toute une formation d'appareils américains se met en place au loin. Rendant hommage à la 8e Air Force qui opérait pendant la Seconde Guerre mondiale, entre autres depuis cet aérodrome de Duxford, la formation comprend un B-17, un P-38, deux P-51, un P-63 et un P-47. And P-47, prepared to perform a memorable flypast. Le premier avion de la formation à effectuer sa démonstration est le Lockheed P-38 Lightning, surnommé par les Japonais le diable à la queue fourchue. Il a servi dans toutes les zones de combat.
This is a P-38K variant. Et voici la version P-38K de cet appareil. Il appartient à la Fighter Collection et opère depuis d'Oxford. C'est le seul exemple de ce type en Europe. Next to display is the Ensuite vient le P-47 Thunderbolt, un autre appareil de la Fighter Collection et qui porte les couleurs du 78e Fighter Group. Le Thunderbolt était conçu à l'origine comme un avion intercepteur, mais il devint par la suite un avion d'attaque au sol particulièrement efficace. The Thunderbolt was originally designed as an interceptor fighter, but it eventually found a role as a hard-hitting ground attack aircraft. Tandis que le Thunderbolt et le Lightning effectuent leurs démonstrations, le B-17 Salibé continue son défilé aérien en présentant au public sa soute à bombe. Il semblerait que le Salibé est un problème, mais en fait il ne s'agit que du système fumigène mis en place pour le film Memphis Belle. À présent, deux P-51D Mustang du constructeur North American entament leur démonstration. Le premier appartient à la Fighter Collection. Il porte les couleurs de la 362e escadrille de chasse de la 8e Air Force et les décorations du lieutenant qui pilota l'avion en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre appareil fut construit dans une usine de Californie et servi dans la force aérienne auxiliaire des États-Unis après la guerre.
Le Mustang fut conçu à l'origine pour la RAF, qui était en quête d'un chasseur ultramoderne. Tout comme le Spitfire, il alliait technologie et aérodynamisme des formes. Doté à l'origine de moteurs Allison, ses performances s'amoindrissaient considérablement en altitude, ce qui présentait un sérieux inconvénient. Les moteurs d'origine furent donc remplacés par des moteurs Merlin. Les premiers tests montrèrent qu'ils pouvaient atteindre une vitesse de 700 km/h. Ces chiffres impressionnèrent la US Air Force, qui commanda une grande quantité de ces avions. Les Mustangs étaient très appréciés des pilotes. Finalement, ils s'avérèrent d'excellents avions d'escorte pour les bombardiers en Allemagne aussi bien qu'au Japon. Ils pouvaient se mesurer à n'importe quel avion ennemi et le vaincre. Le Mustang était probablement le plus performant des appareils de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier chasseur américain est le Bell P-63 King Cobra, propriété de la Fighter Collection. Il servit dans la US Air Force quelque temps avant d'être démobilisé. À la fin des années 40, il prit part aux courses aériennes Bendix, comme beaucoup d'autres avions américains de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci fut remis en état de voler en 1994. Il reste l'unique appareil de ce type en Europe. Le P-63, un chasseur bombardier d'appui, était un favori de la force aérienne soviétique, qui en commanda quelques 2400. Le Boeing B-17 Flying Fortress, ou forteresse volante, est le plus connu des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Les pertes étaient souvent considérables lors des opérations de jour. Ces types d'appareils étaient vulnérables aux attaques des chasseurs allemands. Cependant, l'arrivée des avions d'escorte P-51 contribuèrent grandement à l'amélioration de leur performance et vers la fin de la guerre en particulier, ils délivrèrent des coups meurtriers à la population allemande. Le Consolidated PBY Catalina était surtout connu comme l'avion de secours des pilotes abattus en mer. Il opérait au sein de la Coastal Command.
Cependant, sa fonction ne se limitait pas au secours des équipages en détresse, il menait également des missions de reconnaissance maritime. Its enormous wingspan Ces ailes énormes de 30 mètres d'envergure contenaient des réservoirs d'essence en prévision des vols longue distance, ce qui lui donnait une autonomie de 4000 km, soit 20 heures de vol. This example is painted in the colors Ce modèle-ci est peint aux couleurs de l'escadrille 210, à bord de laquelle le commandant Cruikshank mena une attaque sur un U-boat allemand, un sous-marin allemand, en juillet 1944. Il reçut pour sa bravoure la croix de la reine Victoria. This aircraft regularly Cet appareil décolle encore régulièrement à partir de l'eau, et il effectue aussi des démonstrations aériennes dans toute l'Europe. as the Catalina makes La démonstration du Catalina touche à sa fin. On arrive maintenant au point culminant du spectacle. a lone Messerschmitt 108 strafes Un Messerschmitt 108 mitraille l'aérodrome et 14 Spitfire et un Hurricane s'apprêtent à décoller sur alerte pour intercepter l'appareil ennemi. with 14 Spitfires and a lone Hurricane taxiing up to chase away the enemy.
fighters take off to prepare Les avions de chasse décollent pour la grande finale, donnant lieu à 3 scènes marquantes. The first sequence is a tail. La première séquence met en scène le Hurricane de la Fighter Collection, le Spitfire du Proteus Petroleum et le Mark V de la Shuttleworth Collection. This display highlights La démonstration illustre les performances des premiers avions de chasse. Le Hurricane de la Fighter Collection est peint aux couleurs d'Eagle Squadron, l'escadrille des pilotes américains qui se portèrent volontaires avant même l'entrée en guerre des États-Unis. a fully aerobatic version of Hawker. Et cet appareil-ci est une version acrobatique du modèle original de Hawker. Ces démonstrations sont toujours impressionnantes. Another of the oldest surviving Un autre très vieux Spitfire est ce modèle Mark 1A, star du film La bataille d'Angleterre. currently appears in Il défile ici aux couleurs de l'escadrille 609. and is housed at the Blue Max Moving Museum at Wickham Air Park. The Mark V Le Mark 5C est une autre star du film La bataille d'Angleterre. and is in C'est une version de chasse aux ailes plus courtes, ce qui augmente son taux de roulis. Watching the display gives L'agilité de ces vétérans de la Seconde Guerre mondiale est toujours frappante. next to display are the later Mark. Entrent ensuite en scène les Spitfire plus récents avec un Mark 9 et deux Mark 14, tous trois propriétés de la Fighter Collection.
This display shows how the Cette démonstration vise à démontrer le progrès de leur performance grâce au moteur Griffon. DFC's first Mark Le premier de ces Mark XIV est une version plus allongée. Il arbore les couleurs argentées de la deuxième escadrille de la RAF d'après-guerre. DFC's second Mark Le second des Mark XIV est aux couleurs du commandant d'escadrille James Ginger Lacey, qui servit dans le commandement du Sud-Est asiatique en Malaisie en 1945. The final aircraft is a clip-wing. Le dernier avion est le Mark IX. Il fut l'un des premiers avions à atterrir sur le sol français après le débarquement de Normandie. Il a bâti de nombreux avions, dont 2 Messerschmitt 109. The difference in performance La différence entre les avions est facilement reconnaissable, le grondement des 2 moteurs Griffon étant plus sonore que celui du moteur Merlin. As the previous 3 aircraft land, Tandis que ces 3 appareils amorcent leur atterrissage, une formation de 9 Spitfire menée par Ray Hanna à bord du MH434 s'élève dans le ciel. a magnificent recreation. Nous avons un aperçu de ce à quoi ressemblait le ciel de Duxford à la fin des années 30. La vue de ces Spitfire, et leur bruit aussi, doit ramener en mémoire bien des souvenirs aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale.
Ce rassemblement de Spitfire est le plus grand depuis les années 50. De plus en plus d'appareils sont remis en condition chaque année. Dans 60 ans peut-être, de nombreux exemples témoigneront de l'héroïsme des pilotes de la Seconde Guerre mondiale. On reconnaît la formation au loin et la silhouette reconnaissable des Spitfire se projette sur les verts pâturages du comté de Cambridgeshire. Giving the crowd a unique view. Les moteurs Merlin font entendre une fois encore leur rugissement sourd, tandis que les Spitfire effectuent un dernier plongeon avant de défiler au-dessus des lignes de spectateurs.
Ce n'est que justice de laisser le dernier mot au MH434 avec Ray Hanna à ses commandes, pour cette célébration du brillant avion créé par Mitchell. Il est important de se souvenir des pilotes courageux et des mécaniciens qui entretenaient ces avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans de nombreux pays, aux paysages bien différents, ils luttèrent avec bravoure aux commandes de ces appareils merveilleux pour défendre la liberté du monde. Nombreux sont ceux qui donnèrent leur vie, mais ils ne seront pas oubliés tant qu'il restera de ces avions pour nous rappeler leur héroïsme et leur sacrifice. Pendant la guerre, le compositeur britannique William Walton écrivit un morceau de musique spécialement pour le Spitfire, afin d'encourager les ouvriers qui les assemblaient dans les usines. C'est une fin appropriée pour la célébration du chasseur le plus connu au monde, le Spitfire.